Je n'irai pas, c'est tout ce que j'ai !» cria la femme sans abri en serrant contre elle un sac. Le millionnaire était sûr d'avoir attrapé une voleuse, mais lorsqu'il vit ce qu'il y avait dans le sac, il fut choqué. La lumière tamisée de la fin d'après-midi baignait la rue de Rivoli d'un éclat doré, enveloppant les façades haussmanniennes dans une élégance tranquille. Les passants pressés glissaient entre les vitrines de luxe et les terrasses animées, tandis que les voitures roulaient lentement sur les pavés, comme si elles respectaient le rythme lent et raffiné du cœur de Paris. Julien Moreau sortait du bâtiment de son siège, un immeuble sobrement moderne, niché entre deux hôtels particuliers du XIXe siècle. Son manteau noir soigneusement taillé volait légèrement au vent, et ses lunettes de soleil masquaient le regard d'un homme habitué à dominer les salles de conseil. À 42 ans, il était l'un des noms les plus respectés du secteur technologique européen. Un empire bâti sur des algorithmes, des décisions froides et des investissements sans faille. Ce jour-là, pourtant, quelque chose d'inhabituel troubla son regard. Alors qu'il s'apprêtait à monter dans son chauffeur privé, il aperçut une silhouette recroquevillée non loin d'un banc, à quelques mètres seulement du Louvre. Une femme, vêtue d'un manteau rapiécé trop grand pour elle, serrait contre sa poitrine une vieille besace élimée. Elle jetait des regards nerveux autour d'elle, comme si elle cherchait à échapper à un danger invisible. Julien n'y prêta d'abord qu'un intérêt distant, comme on observe un détail incongru dans un décor familier. Mais alors qu'il glissait la main dans sa poche intérieure pour saisir son portefeuille, un frisson le parcourut, vide. Il fouilla rapidement l'autre poche, puis celle de son pantalon. Rien. Sa montre connectée vibra doucement à son poignet, mais il n'y prêta aucune attention. Il leva les yeux et la vit. La femme s'éloignait d'un pas rapide, presque furtif, serrant toujours cette même besace contre elle. Tout dans son attitude semblait confirmer ce qu'il redoutait. Julien la suivit, accélérant le pas, esquivant les touristes et les passants. Elle se dirigeait vers la place du Palais Royal, contournant une pâtisserie bondée. Lorsqu'elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, il la rattrapa. « Mademoiselle » lança-t-il, d'une voix ferme. Elle se retourna brusquement, les yeux écarquillés, le souffle court. Il vit alors pour la première fois son visage, marqué par la fatigue, encadré de mèches blondes ternies, mais avec quelque chose de profondément humain, de terriblement fragile. Ses yeux étaient d'un bleu presque transparent, emplis d'une peur qu'il ne comprenait pas encore. Il s'avança, tendit légèrement la main vers la besace. « Vous avez pris mon portefeuille » dit-il, sans élever la voix, mais avec l'assurance de celui dont la parole est rarement mise en doute. Elle recula d'un pas, heurtant presque la vitrine de la pâtisserie. Ses mains se crispèrent sur la sangle de son sac. Pendant un bref instant, elle le fixa sans dire un mot. Puis elle baissa les yeux, comme si elle avait compris que la fuite était impossible. Julien pourtant n'insista pas. Quelque chose dans son regard le troubla. Ce n'était pas la panique habituelle d'un voleur pris en faute, ni la colère d'une personne injustement accusée. C'était autre chose, une peur ancienne, viscérale, une détresse silencieuse qui transperçait l'apparence négligée. La femme esquissa un mouvement, comme pour protéger davantage sa besace contre son torse. Julien sentit alors un léger doute l'envahir. Et s'il s'était trompé? Et si ce n'était qu'une coïncidence? Pourtant, son portefeuille n'était nulle part. Et elle était la seule personne ayant croisé son chemin depuis sa sortie de l'immeuble. Mais ce fut ce moment suspendu, ce regard perdu qu'elle lui lança, qui le désarma. L'espace d'une seconde, l'homme d'affaires, habitué à juger, décider et agir, resta immobile, incapable de formuler une accusation plus forte. Il y avait quelque chose dans cette femme qu'il ne comprenait pas encore, mais qui l'empêchait de tourner le dos. « Vous avez pris mon portefeuille » répéta Julien, cette fois plus fort, assez pour que les passants se retournent. La femme sursauta, comme si ces mots étaient un coup qu'elle n'avait pas vu venir. Elle recula d'un « pas encore » percutant la vitrine de la pâtisserie, faisant teinter les décorations suspendues à l'intérieur. Le murmure ambiant se mua en silence tendu. Tous les regards convergèrent vers eux. Julien s'approcha, la mâchoire serrée. Il n'avait pas l'habitude de se justifier, encore moins d'hésiter. Mais là, il sentait un conflit étrange l'habiter, l'évidence matérielle d'un vol contre l'instinct flou d'une erreur humaine. La femme, elle, restait figée, serrant son sac contre elle, comme si sa vie en dépendait. Elle tremblait.
« Donnez-moi mon portefeuille », dit-il, cette fois avec moins d'assurance, comme si le poids de chaque mot révélait un doute plus profond. Elle secoua la tête, son regard se remplissant de larmes qui ne tombaient pas. Puis, dans un geste brusque, elle s'enroula autour de la besace, la collant contre sa poitrine et cria « Non, je ne vous le donnerai pas. C'est tout ce qu'il me reste. » Le cri fendit l'air avec une intensité qui glaça le sang. Ce n'était pas un cri de colère, c'était une supplique désespérée, l'éclat brut d'une douleur enfouie trop longtemps. Une voix brisée, usée, qui implorait sans comprendre qu'elle accusait à son tour. Julien fit un pas en arrière, surpris. Ce cri résonnait dans sa poitrine d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. La foule, elle, réagit différemment. Quelques clients de la pâtisserie sortirent, curieux. Un homme au téléphone s'approcha en fronçant les sourcils. Une vieille dame murmura quelque chose à propos de la police. « Madame, calmez-vous » tenta Julien, dont la voix se voulait plus douce, mais qui trahissait une inquiétude grandissante. « Si vous n'avez rien à cacher, montrez ce qu'il y a dans votre sac. Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. » Elle secoua la tête frénétiquement. « Non, non, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Une main se posa alors sur l'épaule de Julien. C'était un agent de sécurité en uniforme, alerté par le tumulte. Il jeta un regard rapide autour de lui, puis fixa Julien. « Un problème, monsieur ?» Julien désigna la femme, toujours recroquevillée contre la vitrine. « Cette dame a pris mon portefeuille. Je veux simplement qu'on vérifie. » L'agent s'adressa à la femme d'une voix ferme, mais pas encore autoritaire. « Madame, puis-je voir ce qu'il y a dans votre sac ?» Elle recula encore. « Non, c'est à moi. Personne n'a le droit d'y toucher. » Le silence retomba, oppressant. Le doute plana sur les visages autour d'eux. Était-elle coupable ou juste brisée? Était-ce un vol ou un malentendu tragique? Julien sentait la tension monter. Son portefeuille disparut, l'accusation publique, le regard des autres. Tout l'invitait à insister, à exiger justice. Et pourtant, ce cri, ce regard, cette douleur nue qui semblait plus réelle que n'importe quelle preuve matérielle. La femme glissa lentement le long de la vitrine, s'assit par terre en serrant toujours son sac. Elle murmurait maintenant des mots inaudibles, presque des prières. Son visage, autrefois figé, s'était défait en une mosaïque d'émotions, la peur, la honte, la tristesse et quelque chose d'encore plus profond. Une détresse ancienne, à laquelle Julien ne pouvait rester indifférent. Des gyrophares apparurent au coin de la rue. 2 policiers s'approchèrent avec calme. L'agent de sécurité leur fit un signe rapide, puis s'écarta. Julien, pour la première fois, ressentit un pincement au creux de l'estomac. Il s'était peut-être trompé, ou peut-être pas. Mais il savait déjà que ce moment, ce cri, allait le hanter bien après que la question du portefeuille soit réglée. La tension était palpable. Les 2 policiers, en uniforme sombre et visage fermé, approchèrent lentement, tentant de dénouer une scène déjà trop exposée. Le plus âgé des 2 s'adressa à la femme d'une voix calme mais autoritaire, cherchant à désamorcer l'escalade. « Madame, nous avons été appelés pour une suspicion de vol. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous permettre de vérifier le contenu de votre sac ?» Elle leva la tête lentement, ses yeux rouges de larmes, le souffle court. Elle semblait absente, comme si ses pensées dérivaient ailleurs, loin de cette rue, loin de cette foule. Son regard croisa celui de Julien, et pour la première fois, il lut dans ses yeux quelque chose qui n'était pas seulement de la peur, c'était de la douleur, un gouffre muet et profond. « C'est tout ce que j'ai », murmura-t-elle. Le plus jeune policier s'agenouilla près d'elle, sa voix devenant presque douce. « On veut juste vérifier. Si vous n'avez rien pris, vous serez libre de partir. » Un silence. Puis, lentement, presque à contre-cœur, elle desserra l'étreinte de ses bras autour de la besace. Elle la posa devant elle, comme on dépose une offrande fragile, puis recula légèrement, ses mains tremblantes retombant sur ses genoux. Le policier jeta un regard à son collègue qui hocha la tête. Avec précaution, il ouvrit le sac, s'attendant sans doute à y trouver un portefeuille, peut-être quelques effets personnels sans importance. Mais ce qu'il découvrit figea le geste qu'il allait faire. À l'intérieur, il n'y avait pas de portefeuille. Il sortit d'abord une petite boîte à chaussures, recouverte de rubans adhésifs jaunis, presque délabrés. Il l'ouvrit lentement. Dedans, soigneusement rangées, se trouvaient des lettres anciennes, pliées avec soin.
Certaines étaient cornées, d'autres tachées. Il y avait une petite poupée de chiffon déchirée sur un côté, aux yeux brodés et à la robe rose fanée. Puis, un carnet à spirale, à la couverture usée, orné de dessins enfantins, des maisons, des cœurs, un soleil souriant. Julien resta interdit. Il fixa les objets comme s'ils sortaient d'un rêve dont il ne connaissait pas les codes. Aucun portefeuille, aucun argent, rien de ce qu'il s'attendait à trouver. Seulement des souvenirs, des fragments d'une vie que le monde avait oubliée. Le policier referma le sac sans un mot. Il se redressa, croisa les bras, regarda Julien. « Monsieur, il n'y a rien vous appartenant ici. » Julien ne répondit pas. Il était incapable de bouger. Une bourrasque passa sur la rue de Rivoli, faisant voler les feuilles mortes sur les pavés. Il sentit le poids du regard des passants, puis celui plus insistant de sa propre conscience. La femme ramena doucement la besace contre elle, la berçant comme une chose vivante. Elle ne disait rien. Son mutisme en disait plus long que n'importe quel plaidoyer. Julien se sentit soudain ridicule, petit dans son manteau de luxe, avec sa colère mal placée et ses soupçons précipités. Le plus vieux policier fit un geste à son partenaire. « On va vous raccompagner, madame. Vous êtes libre. » Elle ne répondit pas. Elle se leva lentement, sans croiser à nouveau le regard de Julien. La foule s'était en grande partie dispersée, mais ceux qui restaient observaient la scène avec une curiosité teintée de malaise. Julien resta là, immobile, le cœur battant. Il avait encore cette sensation de perte, mais elle n'avait plus rien à voir avec son portefeuille. Quelque chose d'autre lui échappait. Une réalité qu'il ne maîtrisait pas. Une vérité qui ne s'achetait pas, qui ne se contrôlait pas. Alors qu'elle s'éloignait, la besace serrée contre elle, il sentit qu'il ne pouvait pas, simplement tourner la page. Il y avait quelque chose chez cette femme, dans la façon dont elle protégeait ces objets dérisoires comme des trésors sacrés, qui l'interpellait bien au-delà de ce qu'il pouvait expliquer. Et sans comprendre pourquoi, il commença à la suivre. Le soir tombait doucement sur Paris, teignant le ciel d'un bleu profond qui se reflétait dans les vitres et les eaux sombres de la Seine. Julien marchait sans bruit, gardant une certaine distance. Il ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait, ni pourquoi il la suivait encore. Mais quelque chose dans cette femme, dans ses gestes, dans la façon presque rituelle dont elle tenait son sac, l'avait accroché. Il n'était plus question de portefeuille. Il avait déjà appelé son chauffeur pour annuler ses cartes, comme il l'aurait fait pour n'importe quelle perte matérielle. Mais cette fois, la perte semblait plus large, plus symbolique. Elle marchait lentement, les épaules voûtées, comme si chaque pas pesait sur ses os. Elle quitta les grandes avenues, se glissa dans les ruelles secondaires, traversa un pont et descendit vers les berges du fleuve. Là, près d'un muret moussu, elle s'installa. Son refuge, pensa Julien, stupéfait, son chez-soi. Il se cacha, derrière un arbre, à bonne distance, observant sans oser intervenir. Elle ouvrit sa besace avec une tendresse presque maternelle. Un à un, elle sortit les objets que les policiers avaient brièvement touchés. La boîte, la poupée, le carnet. Elle les posa devant elle, les arrangea dans un ordre précis, puis elle se mit à leur parler. Sa voix était basse, comme un murmure destiné à des êtres invisibles. Julien ne comprenait pas les mots, mais il devinait le rituel. Il y avait dans ses gestes une douceur, une habitude, presque une liturgie intime. Elle parlait à ces objets comme à des souvenirs incarnés. Une poupée devenait une fille, un carnet une voix du passé. Julien se sentit intrus, voleur d'un instant trop personnel. Mais il ne pouvait détourner le regard. C'était comme regarder un tableau douloureux qu'on ne peut s'empêcher de contempler. L'image d'une femme brisée, trouvant encore le moyen de dialoguer avec les fragments de ce qu'elle avait perdu. Il resta là longtemps, sans bouger. Le froid s'insinuait sous son manteau, mais il ne le sentait pas. Il pensait à sa propre vie, à ses chiffres, ses décisions, son emploi du temps millimétré. Et à quel point cette femme inconnue, déclassée, semblait porter en elle quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Une mémoire, une intensité d'attachement, un amour trop fort pour mourir. Elle finit par s'allonger sur un carton usé près du muret. Elle replia ses jambes, plaça la besace sous sa tête comme un oreiller et ferma les yeux. Les objets restèrent disposés autour d'elle comme une veille silencieuse. Julien sentit sa gorge se nouer. Il pensa à partir, mais ses jambes restèrent figées. Il resta ainsi, debout dans l'ombre, jusqu'à ce qu'elle s'endorme.
Puis il recula lentement, sans faire de bruit. De retour dans sa voiture, il ne dit rien. Le chauffeur ne posa pas de questions, habitué au silence de son employeur. De retour chez lui, Julien s'assit dans son salon spacieux, entouré d'écrans, de livres rares, d'œuvres d'art modernes. Mais il ne voyait rien. L'image de cette femme, allongée au bord du fleuve, murmurant à des souvenirs, l'habitait comme un fantôme. Qui était-elle? Comment une personne pouvait-elle tomber aussi bas, et pourtant rester si intensément humaine? Quelle histoire se cachait derrière cette besace, ces objets dérisoires? Et pourquoi lui, Julien Moreau, homme rationnel, se sentait-il soudain concerné? Il attrapa son téléphone, fit une recherche rapide sur des bases de données, utilisant ses accès privés à des archives de presse. Il ne savait même pas son nom, mais il était décidé à le découvrir. Ce n'était plus une question de justice, c'était devenu une quête personnelle. Julien se réveilla tôt ce matin-là, chose rare pour un homme dont les nuits étaient souvent prolongées par des réunions virtuelles et des dîners d'affaires interminables. Mais cette fois, aucune réunion ne le retenait, aucun projet ne sollicitait son attention. Sa pensée était accrochée à une image bien plus persistante, celle d'une femme sur le quai murmurant à des souvenirs usés par le temps. Il revint au même endroit, une boisson chaude à la main. Le froid du petit matin mordait les doigts, mais il n'y prêtait pas attention. Il descendit discrètement vers la berge, espérant la revoir. Et elle était là, presque comme une scène figée dans le temps. Même manteau, même position, même sac protecteur contre sa poitrine. Julien s'approcha, cette fois sans se cacher. Il s'arrêta à quelques mètres. « Bonjour », dit-il simplement, déposant doucement la boisson sur le muret. « C'est pour vous. » Elle ne répondit pas. Son regard glissa brièvement vers lui, puis revint à son carnet, sur lequel elle traçait des lignes invisibles du bout des doigts. Il ne bougea pas, attendant. Il ne voulait pas forcer l'échange, juste exister à côté d'elle, suffisamment longtemps pour qu'elle comprenne qu'il ne représentait pas une menace. Quelques minutes passèrent. Elle prit finalement la boisson sans un mot et la porta à ses lèvres. Julien sentit une étrange chaleur monter en lui, un soulagement discret. « Je suis désolé pour hier », murmura-t-il. « Je croyais, mais je me suis trompé. » Elle ne répondit toujours pas. Il continua. « Je m'appelle Julien Moreau. » Un silence. Puis, comme si les mots avaient franchi une barrière invisible, elle parla enfin. « Claire Lefebvre. » Julien hocha la tête, mémorisant ce nom comme une clé. Il hésita un instant, puis dit « J'ai vu, dans votre sac, une lettre avec un prénom, Émilie. » À l'instant où il prononça ce nom, Claire se figea. Son regard se planta dans le sien, et ce qu'il vit n'était pas de la colère. C'était une tempête muette de douleur. Ses mains se crispèrent autour du gobelet. Les larmes remontèrent sans avertir. « Vous ne savez rien, dit-elle, d'une voix brisée, rauque d'émotion. « Rien. » Julien sentit sa gorge se nouer. Il aurait voulu effacer ce qu'il avait dit, revenir en arrière. Mais il savait que ce mot avait ouvert une brèche, une faille qu'il ne pouvait plus ignorer. « Non, » admit-il, « je ne sais rien, mais je voudrais comprendre. » Claire se leva d'un coup, le dépassa, sans un mot de plus. Sa besace serrée contre elle comme un talisman. Julien ne la suivit pas. Pas cette fois. Il la regarda s'éloigner, silhouette fragile dans la lumière grise du matin. Il rentra chez lui et se mit aussitôt à chercher. Il tapait son nom, Claire Lefebvre. Les résultats mirent un instant à s'afficher, mais lorsqu'ils apparurent, il sentit son cœur ralentir. Elle avait été connue, très connue même, illustratrice. Une artiste prodige au style doux et onirique. Son nom était apparu dans plusieurs revues artistiques au début des années 2000. Des expositions, des interviews, des éloges. Son œuvre touchait à l'enfance, à la tendresse, à la maternité. Elle avait publié 2 albums pour enfants qui avaient marqué une génération de jeunes lecteurs. Mais puis, plus rien. Un vide abrupt dans les archives, jusqu'à une brève note dans un journal local. Après la perte tragique de sa fille unique dans un incendie, l'illustratrice Claire Lefebvre s'est retirée de la vie publique. Julien relut la phrase plusieurs fois. Le prénom Émilie prenait tout, son sens. Une fille, une enfant disparue, une artiste détruite. Et cette besace, ce contenu dérisoire, devenait soudain un sanctuaire, un reliquaire d'un amour fauché. Il s'assit, abasourdi.
Il comprenait maintenant la violence du regard de Claire, la détresse dans sa voix. Il comprenait aussi pourquoi elle avait refusé de montrer ce qu'elle portait. Ce n'était pas un sac, c'était tout ce qu'il lui restait. Et lui, il l'avait accusé de vol. Julien passa la nuit suivante dans une étrange tension. Le nom de Claire Lefebvre hantait désormais son esprit avec une intensité inattendue. Tout en elle semblait s'être figé dans une tragédie qu'il ne pouvait ni effacer ni réparer. Pourtant, l'envie de la revoir ne le quittait pas, non par curiosité, mais par une forme de responsabilité. Il avait arraché une douleur qu'elle avait cachée pendant des années. Maintenant qu'il connaissait son passé, l'ignorer lui semblait une trahison silencieuse. Au petit matin, il retourna près du quai où elle dormait. Elle n'y était plus. Il resta un moment, immobile, guettant un mouvement, une silhouette connue. Puis il reprit son chemin, explorant les ruelles avoisinantes, jusqu'à ce qu'il l'aperçoive enfin assise sur les marches d'une ancienne fontaine, ses genoux ramenés contre sa poitrine, la besace toujours accrochée à son côté. Il s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Elle leva les yeux vers lui, mais ne dit rien. Il s'assit à bonne distance, sans la forcer. « J'ai lu sur vous, » dit-il doucement. « Vos dessins, votre travail. » Claire détourna le regard. Un voile passa sur ses yeux, une ombre de ce qu'ils avaient été. « Je ne dessine plus, » répondit-elle, la voix vide. « Pourtant, je vous ai vu le faire, avec vos doigts, sur ce carnet, même sans crayon. C'est encore là. » Elle serra les lèvres. Julien ne s'attendait pas à un dialogue, seulement à ce qu'elle l'écoute. « Je suis tombé sur une de vos illustrations. Une petite fille avec une robe bleue courant dans un champ de fleurs. C'était doux. » Claire ferma les yeux un instant. Elle revoyait l'image, clairement. Pas celle sur le papier, mais celle de sa mémoire. Émilie courant, riant, les bras écartés, sa robe flottant dans le vent. « C'était Émilie, » murmura-t-elle. « Elle avait cette robe pour son anniversaire. Je l'avais cousue moi-même. » Julien ne répondit pas. Le silence valait plus que n'importe quelle phrase. « J'étais en réunion quand l'appartement a pris feu. Elle était avec une voisine. Le feu a tout pris. Tout. » Julien sentit sa gorge se nouer. Il n'avait pas prévu qu'elle parle, encore moins qu'elle lui livre un éclat aussi brut de son histoire. « Je suis rentré trop tard, ils l'avaient déjà emmenée. J'ai couru à l'hôpital, j'ai hurlé. Mais elle ne m'a jamais revu. » Le silence retomba, lourd. Claire fixait le sol, absente. Julien sentait qu'il n'était pas censé répondre. Pas maintenant. Elle poursuivit, d'une voix presque imperceptible. « J'ai tout vendu, tout quitté. Je ne pouvais plus rester dans un endroit où elle n'était plus. Alors j'ai emporté ce que je pouvais. Les lettres, ses dessins, la poupée, le carnet. Et je suis parti. » Elle désigna la besace du menton. « C'est ma maison maintenant. Ce sac, c'est tout ce que j'ai d'elle. » Julien resta longtemps, silencieux. Il comprenait maintenant. La détresse, la fuite, la méfiance. Chaque geste de Claire n'était pas seulement de la douleur, c'était une tentative désespérée de maintenir vivante une mémoire que le monde voulait oublier. « Est-ce que... » commença-t-il hésitant. « Est-ce que je peux vous aider d'une quelconque manière ?» Claire releva les yeux, le fixa avec une intensité douloureuse. « Aider ? Comment peut-on aider quelqu'un qui vit avec un fantôme ?» Julien n'eut pas de réponse, mais il comprit qu'il n'abandonnerait pas. Pas cette fois, pas elle. Les jours suivants, Julien reprit une routine qui ne lui ressemblait pas. Il réduisit ses rendez-vous, délégua certaines décisions importantes et mit son téléphone en silencieux plus souvent qu'à son habitude. Ce n'était pas un sacrifice, c'était une nécessité qu'il ne comprenait pas encore totalement, mais qu'il ne voulait plus ignorer. Il allait chaque matin près de la fontaine ou du quai, là où Claire s'installait. Il ne parlait pas toujours. Parfois, il la saluait simplement, s'asseyait à distance respectable et la laissait tranquille. Il apportait à manger, de quoi se réchauffer et quelquefois une couverture pliée. Au début, Claire le regardait avec méfiance. Elle acceptait les objets, mais ne les touchait pas devant lui. Puis, à mesure que les jours passaient, elle se mit à lui adresser quelques mots. Un commentaire sur le froid, une remarque sur la pluie, parfois un silence plus complice que d'habitude. Julien apprenait à apprivoiser cette fragilité, à ne pas la brusquer. Elle était comme un fil de soie tendu entre deux époques, et tout geste trop rapide risquait de le rompre.
Un matin, il vint avec un objet différent. Une boîte fine, sobrement emballée dans du papier brun. Il la lui tendit sans rien dire. Claire le fixa suspicieuse et ne prit pas le paquet immédiatement. « Ce n'est rien d'extraordinaire, » dit Julien. « J'ai juste pensé que peut-être vous pourriez... » Elle attrapa lentement la boîte, l'ouvrit sans hâte. À l'intérieur, un petit carnet de dessin, vierge, à spirale, et un ensemble de crayons, soigneusement, attachés par un ruban. Elle les regarda longtemps sans les toucher. Ses mains tremblaient. « Je ne dessine plus, dit-elle, comme si elle s'excusait. « Je sais, répondit-il doucement. Mais si jamais vous en avez envie, ce sera là. » Elle ferma la boîte, la posa à côté d'elle. Julien ne dit rien d'autre. Ce jour-là, il ne resta pas longtemps. Il s'éloigna, la laissant avec l'objet comme on plante une graine dans une terre qu'on ne peut forcer à fleurir. Le lendemain, elle était là, comme d'habitude. Et à côté d'elle, la boîte était ouverte, le carnet sorti, les crayons déliés. Julien sentit un battement étrange dans sa poitrine. Claire ne le salua pas. Elle était concentrée, son corps courbé sur le carnet, son crayon traçait des lignes hésitantes. Les mouvements étaient d'abord mécaniques, comme un souvenir de gestes oubliés. Puis, peu à peu, la main retrouva sa fluidité, son langage propre. Les traits s'enchaînèrent, les formes prirent vie. Julien s'approcha lentement, mais ne chercha pas à voir le dessin. Il attendit, silencieux. Quand elle releva la tête, ses yeux étaient humides. Elle tourna lentement le carnet vers lui. Une petite fille s'y tenait debout, dessinée d'un trait sûr, avec de grands yeux ronds. Une robe simple et les cheveux attachés en 2 couettes. Julien la contempla longuement. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise son nom. « Émilie » demanda-t-il doucement. Claire hocha la tête presque imperceptiblement. « C'est comme si elle sortait de moi » murmura-t-elle, « comme si elle attendait depuis tout ce temps que je la redessine. » Julien sentit quelque chose se fissurer en lui. Ce n'était pas seulement le visage d'une enfant qu'il voyait sur ce carnet. C'était la résurgence d'une vie que Claire avait étouffée pour survivre. Un retour, une première étincelle. Elle caressa doucement le papier, ses doigts suivant les contours du visage dessiné. « Je ne sais pas si je peux recommencer, » dit-elle. Julien répondit sans réfléchir, « Peut-être que ce n'est pas recommencer, c'est continuer. » Claire ne répondit pas, mais elle garda le carnet sur ses genoux, ses mains posées dessus, comme sur une vérité fragile. Ce jour-là, elle ne rangea pas immédiatement le dessin dans son sac. Elle le laissa exposer à la lumière, comme un acte de courage minuscule. Et Julien comprit que quelque chose, dans ce silence partagé, venait de changer à jamais. Le ciel de Paris s'assombrissait doucement, chargé de lourds nuages annonciateurs de pluie. Julien marchait plus vite ce jour-là, comme poussé par une urgence qu'il ne s'expliquait pas. Il portait un parapluie, mais aussi 2 cafés fumants dans un porte-gobelet qu'il avait fini par adopter au fil des visites. Il connaissait les goûts de Claire maintenant, pas trop sucré, chaud mais pas brûlant. Il avait appris à écouter ses silences, à lire dans ses gestes les nuances d'un quotidien qu'elle ne dévoilait à personne. Il la trouva sur son banc habituel, le carnet de dessin posé sur les genoux. Elle ne dessinait pas aujourd'hui. Elle regardait le fleuve, le visage durci par une tension que Julien ne lui connaissait pas. Lorsqu'il s'approcha, elle tourna, à peine la tête, acceptant le café d'un geste distrait. « Mauvais jour » demanda-t-il. Elle mit un moment à répondre, puis elle souffla lentement. « Je ne dors plus depuis 3 nuits. Les images reviennent. Je croyais qu'elles s'étaient dissipées, mais non. Elles étaient juste enfouies. » Julien s'assit sans répondre. Il ne voulait pas interrompre ce qui semblait prêt à sortir. « Tu sais ce que c'est que de vivre avec un fantôme » demanda-t-elle sans ironie. « Tu marches, tu respires, mais tu n'es jamais seul. Il est là toujours dans le coin de ton regard. Et parfois il t'étreint si fort que tu oublies comment faire un pas. » Julien resta silencieux. Elle n'attendait pas de réponse, elle poursuivit. « Je l'ai laissé seul ce jour-là. Une réunion, un contrat important. J'étais déjà connu, on attendait beaucoup de moi. J'ai dit à la voisine de la surveiller 1 heure. Juste 1 heure. » Elle baissa les yeux, ses doigts crispés sur le carton du gobelet. Le feu a commencé dans la cuisine, une prise, un court-circuit. Ils disent que c'est allé vite, qu'elle n'a pas souffert. Elle secoua la tête. Mais moi, je souffre chaque jour à sa place. Je revois le plafond noirci, les pompiers, les jouets calcinés. Et son lit.
vide, toujours vide. Julien sentait son cœur battre dans ses tempes. Il n'avait jamais entendu une voix si douloureuse, si nue. Chaque mot de Claire était un éclat de verre. Et pourtant, elle les disait avec une précision presque calme. J'ai essayé de rester. J'ai essayé de continuer à illustrer. Mais chaque fois que je prenais un crayon, c'était elle que je voyais. Elle me demandait « Tu dessines pour qui maintenant, maman ?» Alors j'ai tout quitté. Elle ouvrit la besace, en sortit la boîte, la poupée, les lettres. C'est tout ce qu'il reste, ces dessins, cette poupée qu'elle a faite à l'école. Et ces lettres que je n'ai jamais envoyées. Des lettres où je lui raconte mes jours sans elle, mes regrets, mes pardons que je n'arrive pas à me donner. Julien regardait les objets comme on regarde des reliques. Il comprenait maintenant la scène devant la pâtisserie, le cri, la résistance. Ce n'était pas une simple panique. C'était un refus viscéral de voir profaner ce sanctuaire personnel. Claire tendit une lettre à Julien. « Tiens, lis-la. » Il hésita, puis ouvrit le papier jauni. L'écriture tremblante, presque enfantine, disait « Maman, tu dessines des étoiles plus jolies que le ciel. Quand je serai grande, je veux dessiner avec toi tous les jours. Je t'aime jusqu'à la lune et encore plus loin. » Julien sentit une brûlure derrière les yeux. Il reposa la lettre avec précaution. Claire avait refermé les bras autour de sa besace, ses yeux fixant un point invisible. « Je ne l'ai jamais mérité, » murmura-t-elle. Mais elle m'aimait, quand même. Julien ne trouva pas les mots. Il posa simplement une main légère sur son épaule sans appuyer, sans retenir. Et dans ce geste, il lui offrit ce qu'aucune parole n'aurait pu exprimer. La certitude qu'elle n'était plus seule à porter cette mémoire. Julien rentra chez lui ce soir-là sous une pluie fine et continue. Il ne prit pas le chemin. Habituel vers son appartement du dernier étage, ne salua pas le portier, ne regarda même pas les lumières scintillantes de la ville qui l'attendaient derrière les grandes baies vitrées. Il marcha jusqu'à la bibliothèque, s'assit dans le fauteuil de cuir qu'il n'occupait jamais et resta là, longtemps. La lettre d'Émilie gravée dans sa mémoire, les mots d'une enfant à sa mère, simple et brûlant de vérité. Il pensait à Claire, à sa douleur, mais ce soir-là, ce n'était pas seulement pour elle qu'il ressentait ce poids au fond de la poitrine. C'était pour lui aussi. Le passé, jusque-là compartimenté dans un coin de sa mémoire, remontait lentement. Des souvenirs qu'il croyait enterrés depuis l'enfance refaisaient surface, brutaux. L'absence de son père, les silences de sa mère, les repas pris seuls devant la télévision, les années d'internat, les bulletins scolaires sans retour, les réussites sans applaudissements. Il avait appris à transformer la solitude en moteur, à faire du vide une force. Mais ce vide, il était toujours là, comme un écho derrière chaque succès. Il comprenait Claire, plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lendemain, il retourna près de la fontaine. Claire était là, emmitouflée dans son manteau trop grand, le carnet sur les genoux. Lorsqu'elle le vit, elle esquissa un sourire, discret, presque involontaire. « J'ai relu la lettre », dit-elle avant même qu'il ne s'asseye. « Celle d'Émilie. Elle me parle encore. » Julien hocha doucement la tête. « Je pense à elle aussi. Et à moi. » Claire leva les yeux. « Mon père nous a quittés quand j'avais 8 ans. Un matin, il n'est jamais revenu. Ma mère, elle est restée, mais pas vraiment. Elle vivait à côté, sans mots, sans gestes. Je suis devenu adulte avant l'âge, et je crois que je n'ai jamais appris à aimer autrement que dans le silence. » Claire l'écoutait sans l'interrompre. « Je ne dessinais pas, je codais, des lignes et des chiffres, des systèmes que je comprenais, que je contrôlais. Ça m'a protégé, ça m'a rendu riche, mais ça ne m'a jamais réchauffé. » Un silence s'installa, pas pesant, un silence d'écoute, d'accord tacite entre deux âmes que la vie avait cabossées différemment mais à la même profondeur. « Tu crois que les blessures peuvent nous rapprocher ?» demanda Claire, les yeux perdus sur une ligne qu'elle venait de tracer dans le carnet. Julien répondit sans réfléchir « Je crois qu'elles sont les seules choses honnêtes qu'on partage vraiment. » Claire dessina encore, une main tenant une autre, 2 silhouettes marchant côte à côte, sans visage, mais liées par un fil rouge entre elles. Elle ne le montra pas à Julien tout de suite. Elle traça les contours avec soin, puis lissa la page du plat de la main. « Peut-être que je ne suis pas seule à porter le poids, » murmura-t-elle. « Peut-être que toi aussi tu marches avec un fantôme. » Julien sourit. Pas un sourire de façade, ni un sourire mondain.
un sourire vrai, douloureux et apaisé, à la fois. Il a une forme différente, mais oui, il est là. Ce jour-là, il ne parlera pas davantage. Ils restèrent assis, le bruit du fleuve en fond, un carnet entre eux, et ce lien invisible qui, doucement, prenait forme. Pas d'amour romantique, pas encore. Juste la reconnaissance, l'acceptation d'être deux parmi tant d'autres, perdus, dans une ville qui oublie vite ceux qu'elle blesse, et dans cette reconnaissance, une chose rare, la possibilité de rédemption. Le vent d'hiver s'était installé à Paris, plus tranchant, plus insistant. Les arbres de la place Dauphine avaient perdu leurs feuilles, et les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, se hâtaient d'un pas rapide. Julien, lui, marchait plus lentement. Depuis des semaines, sa routine s'était modifiée, orientée autour d'un point fixe, Claire. Elle était devenue un repère, une présence que le tumulte des affaires ne parvenait plus à éclipser. Mais aujourd'hui, il venait avec une idée, un projet. Lorsqu'il l'aperçut, elle était penchée sur son carnet, les joues rosies par le froid, la besace posée à côté d'elle, comme toujours. Il s'assit, attendit qu'elle termine son trait avant de parler. « Claire, j'aimerais te proposer quelque chose. » Elle leva les yeux, intriguée. « Un projet que je soutiens depuis quelque temps. Une initiative avec des jeunes artistes, en situation difficile. Certains sont en foyer, d'autres dans la rue. On leur donne du matériel, un espace, des ateliers. Mais ce qu'ils manquent le plus, ce sont des gens comme toi. » Elle fronça les sourcils. « Comme moi ?» Julien hocha la tête. « Quelqu'un qui sait ce que c'est de tomber, de perdre, mais aussi de créer malgré tout. » Claire détourna le regard comme si les mots la brûlaient. « Je ne suis pas un exemple, Julien. Je suis à peine une survivante. » Il se pencha légèrement vers elle. « Justement, c'est pour ça qu'ils écouteront. Parce que tu ne parles pas d'un endroit lointain. Tu es là avec eux. » Elle resta silencieuse. Le vent secouait les branches au-dessus de leur tête, faisant danser les ombres sur le pavé. Julien sortit une enveloppe de sa poche, la posa entre eux. « Ce n'est pas un contrat, ce sont juste les informations, l'adresse, les horaires. Si tu veux y aller, je t'accompagnerai. Personne ne t'obligera à rien. » Claire fixait l'enveloppe, comme si elle contenait un souvenir douloureux. Elle tendit la main, mais ne la prit pas encore. « Et si je m'effondre devant eux ?» demanda-t-elle. « Alors tu t'effondres et tu te relèves, avec eux. » Elle esquissa un sourire triste. « Tu parles comme si tout était possible. » Julien répondit doucement. « Non, pas tout, mais certaines choses. Et celle-là, je crois qu'elle l'est. » Elle finit par prendre l'enveloppe, sans l'ouvrir. Elle la glissa dans sa besace, entre la poupée et les lettres. Puis elle reprit son carnet, mais au lieu de dessiner, elle resta immobile, le crayon suspendu dans l'air. 2 jours passèrent sans nouvelles. Julien n'insista pas. Il attendit, respectant le silence. Puis un matin, alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau, il reçut un message du coordinateur du projet. Une nouvelle intervenante s'est présentée aujourd'hui, Claire Lefebvre. Elle a demandé des crayons et une chaise au fond de la salle. Elle n'a rien dit au début, puis elle a dessiné avec une petite fille qui ne parlait jamais. Une fleur. Elles ont ri. Julien ferma les yeux un instant. Il pouvait presque voir la scène. Claire, penchée vers une enfant, retrouvant à travers un simple dessin ce qu'elle croyait à jamais perdu. Le soir même, il alla jusqu'au centre. Il l'aperçut à travers la vitre, entouré de 3 enfants, tous penchés sur des feuilles blanches. Claire dessinait une étoile. L'un des enfants l'appelait Madame Claire. Elle leva les yeux, le vit, et lui adressa un signe discret de la main. Pas un remerciement, pas une demande, juste une reconnaissance silencieuse. Et dans ce geste, Julien comprit que quelque chose avait véritablement commencé. Le centre d'art accueillait désormais une 30aine d'enfants chaque semaine. Les murs, autrefois nus, se couvraient de dessins, de couleurs vives et de mots timides. Claire s'y rendait presque chaque jour. Elle ne se présentait jamais comme une ancienne illustratrice, encore moins comme une figure d'autorité. Elle était simplement Claire, avec son carnet, ses gestes calmes, son regard qui savait reconnaître la peur dissimulée dans un trait trop pressé. Julien venait, de temps en temps, discrètement. Il restait en retrait, observant. Il aimait ces moments silencieux, suspendus, où la création rétablissait une forme d'ordre que ni le pouvoir ni l'argent ne pouvaient acheter. Un vendredi après-midi, alors que les enfants étaient repartis et que les pinceaux trempaient,
Encore dans des pots d'eau teintée, Claire resta seule dans la salle. Elle nettoyait sans hâte, ses gestes méthodiques. En glissant sa besace sous la table pour la protéger d'un filet d'eau, elle sentit un pli inhabituel dans la doublure. Elle fronça les sourcils, s'assit sur un tabouret, ouvrit le sac avec précaution. Entre la couture intérieure et la base rigide, elle trouva un morceau de papier plié plusieurs fois. Le cœur battant, elle le déplia. Ce n'était pas une lettre qu'elle avait écrite. L'écriture était enfantine, maladroite mais appliquée. En haut de la feuille, un titre dessiné « Pour maman ». Claire sentit sa respiration s'accélérer. Le texte était court, visiblement dicté et recopié. « Maman, je sais que tu travailles, mais quand je serai grande, je veux dessiner. Avec toi tous les jours. J'ai fait une fleur pour toi, c'est une fleur magique. Elle ne brûle jamais. Je t'aime très fort. Émilie. » Au bas de la feuille, un dessin, une fleur aux pétales rouges, entourée d'un halo jaune. Claire porta la feuille à son visage, les larmes dévalant sans retenue. Cette lettre, elle ne l'avait jamais vue. Elle avait dû être glissée, là par Émilie elle-même, peut-être un matin d'école, un petit secret d'enfant espérant une découverte au bon moment. Mais Claire ne l'avait jamais trouvée. Elle serra la feuille contre elle, s'agenouilla au sol, la besace ouverte, à côté les souvenirs en cascade, cette fleur, cette promesse d'enfant, ce message oublié retrouvé après tant d'années. Quand Julien entra, il la vit ainsi. Il comprit immédiatement que quelque chose d'essentiel venait de se produire. Il s'approcha, s'accroupit, à côté d'elle, sans un mot. Claire lui tendit la lettre, incapable de parler. Julien la lut en silence. Lorsqu'il leva les yeux, il vit dans ceux de Claire une douleur ancienne, mais aussi une lumière nouvelle, une paix fragile, qui venait peut-être de trouver enfin son point d'ancrage. « Elle te connaissait mieux que toi-même, dit-il, doucement. » Claire acquiesça, le visage inondé de larmes, mais le cœur allégé. Ce papier, ces mots, ce dessin, c'était une autorisation. Un pardon silencieux, une main tendue du passé. Elle rangea la lettre dans le carnet, entre deux dessins, comme on glisse une graine dans la terre. Elle resta un moment assise, les mains sur ses genoux, puis dit « Je vais continuer à dessiner. Pour elle, pour moi, pour ses enfants. » Julien sourit et dans ses yeux brillait quelque chose d'inédit. L'admiration pure, sans filtre. Ce n'était plus de la compassion, c'était du respect. Et peut-être aussi une forme d'amour naissant, encore timide. Claire se releva, sa besace remise sur l'épaule. Mais cette fois, elle semblait plus légère. Comme si le sac, chargé de douleur, portait désormais aussi une promesse. Le printemps fit son retour sur Paris avec une douceur inattendue. Le vent devenait plus léger, les terrasses se remplissaient à nouveau, et les arbres longeant les quais commençaient à verdir timidement. Au centre artistique, la lumière pénétrait plus franchement par les grandes baies vitrées, baignant la pièce de clarté chaque après-midi. Claire, assise à la même table que les enfants, traçait ses lignes avec une fluidité retrouvée, presque instinctive. Elle avait cessé de trembler en tenant un crayon. Ses doigts obéissaient sans crainte. Chaque trait semblait ramener une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. Les enfants l'adoraient. Ils l'avaient spontanément baptisée « Madame Claire ». Le nom sonnait affectueusement, sans formalisme, comme une manière de lui donner une place qu'elle n'avait plus eue depuis longtemps. Elle les guidait sans imposer, elle observait plus qu'elle corrigeait. Elle leur apprenait à voir autrement, à écouter le silence des formes, à respecter la lenteur du geste. Ses propres dessins s'étaient multipliés. Elle en avait gardé certains pour elle. D'autres, elle les accrochait au mur, timidement, d'abord puis avec plus de confiance. Des visages d'enfants, des fleurs impossibles, des ciels fendus de lumière. Chacun portait une empreinte personnelle, une mélancolie lumineuse qui attirait les regards. Julien, lui, s'était peu impliqué davantage. Il venait régulièrement, parfois seul, parfois accompagné de mécènes curieux. Il ne parlait jamais de Claire comme d'un projet, mais comme d'une rencontre. Il refusait de faire d'elle un exemple. Il la présentait comme une artiste, point final. Et peu à peu, le monde commença à redécouvrir Claire Lefebvre. Une première exposition fut organisée. Une galerie indépendante, touchée par l'initiative du centre, proposa un vernissage caritatif. Claire hésita. Elle avait peur. Peur de s'exposer, de ne pas être à la hauteur.
Julien l'encouragea sans pression, sans élan forcé. Il lui dit simplement « Ce ne sont pas tes œuvres qu'ils viendront voir, c'est ce que tu leur rappelles, qu'on peut renaître. » Le soir de l'exposition, Claire portait une robe simple, bleu nuit, et un foulard que l'une des enfants lui avait offert, décoré de petites fleurs dessinées à la main. La galerie était modeste mais pleine. Les murs blancs mettaient en valeur chaque œuvre. Les visiteurs se pressaient, murmuraient, s'émouvaient. Il y avait des visages connus, des inconnus, des enfants, des curieux. Julien restait en retrait, observant Claire échanger avec pudeur, expliquer les origines de ses œuvres, parler d'Émilie sans s'effondrer. Un critique d'art murmura à voix basse « Il y a chez elle une lumière dans la tristesse », comme si ses dessins étaient des fenêtres ouvertes sur l'absence. Claire entendit, mais ne répondit pas. Elle souriait doucement, reconnaissante. Elle n'avait plus peur des regards, plus peur des questions. Elle avait trouvé un sens. Julien et elle marchèrent ensuite dans les rues de Paris, tard dans la nuit. Ils ne dirent presque rien. La scène brillait sous les réverbères. À un moment, elle s'arrêta. « Tu m'as tendu la main alors que je n'étais qu'une ombre. Tu m'as laissé parler quand j'étais prête sans m'obliger. » Julien secoua doucement la tête. « Je n'ai rien fait d'héroïque, Claire. Tu étais là. Tu attendais juste qu'on te voie. » Elle posa sa main sur la sienne sans besoin de plus. Il n'y eut pas de déclaration, pas de promesse, juste ce contact simple, vrai, et le sentiment partagé d'avoir traversé quelque chose ensemble. Une lente traversée, de la douleur vers la lumière. Et dans cette marche silencieuse, ils comprirent qu'ils s'étaient trouvés. Non pas pour combler leurs absences, mais pour les reconnaître, les accueillir et peut-être construire à partir d'elles quelque chose de neuf. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit de printemps. La vie, dans sa cadence tranquille, avait poursuivi son cours, mais pour Claire, tout avait changé. Non pas dans les grandes manifestations spectaculaires que le monde s'attend à voir lorsqu'une histoire renaît, mais dans ces gestes infimes, presque invisibles, qui indiquent une reconstruction véritable. Elle avait quitté la rue. Grâce à un soutien discret mais constant du centre et à l'insistance douce de Julien, elle avait accepté un petit logement non loin de la Seine, modeste mais lumineux, avec une table près de la fenêtre, où elle pouvait dessiner chaque matin. Elle continuait de fréquenter le centre, devenue désormais une figure essentielle du projet. On lui proposait même d'intervenir dans d'autres espaces artistiques, mais elle refusait souvent. Elle ne voulait pas devenir une vitrine. Ce qu'elle offrait, elle le faisait à ceux qui, comme elle autrefois, se sentaient invisibles. Aux enfants qui ne savaient pas encore que l'art pouvait être une voie quand les mots échouent. La besace, celle-là même qui avait causé tant d'incompréhension le jour de leur rencontre, ne l'avait jamais quittée. Mais elle n'était plus un reliquaire figé. Elle s'était transformée. Elle contenait toujours les lettres d'Émilie, la poupée aux coutures refaite avec soin, le carnet ancien. Mais à cela s'ajoutèrent désormais des dessins des enfants du centre, des petits mots griffonnés, des bouts de papier qu'on lui offrait en disant « C'est pour toi, Madame Claire ». Le sac était devenu un passage entre les mémoires, qu'anciennes et les promesses nouvelles. Un matin d'été, elle se promenait seule sur la rue de Rivoli. Le soleil jouait à travers les feuillages et les vitrines renvoyaient des éclats de lumière dorée. Elle portait une robe claire, son éternel foulard fleuri autour du cou et la besace en bandoulière. Son pas était calme, assuré, loin, du corps tendu, méfiant, qui autrefois fuyait les regards. Elle passa devant la même pâtisserie où tout avait commencé. Elle s'arrêta, non pas par nostalgie, mais comme on regarde une photo ancienne avec tendresse. Ce n'était plus une blessure, mais un chapitre tourné. Elle sortit de la besace un dessin, l'un des plus récents, fait par une enfant du centre. Une rivière, un banc, une femme avec un sac entouré d'enfants. En bas, une phrase maladroite « Merci de dessiner avec nous ». Claire sourit. Elle replia doucement le dessin, le glissa entre les pages d'un nouveau carnet, puis sortit, une lettre pliée à part. Ce n'était ni une des anciennes lettres d'Émilie, ni un mot d'enfant. C'était une feuille plus épaisse, sobre, écrite à l'encre bleue. « Claire, tu m'as montré que la vie n'est pas faite de lignes. Droite, mais de traits hésitants, courageux, qui finissent par former quelque chose de beau. Merci de m'avoir appris à regarder autrement. Julien. » Elle relut lentement, puis leva les yeux vers la Seine où l'eau scintillait. Elle pensa à Émilie, à ses rires, à ses dessins. Elle pensa à Julien, à ses silences pleins de « respect ».
Elle pensa à elle-même, brisée puis lentement recollée. La besace était toujours là, mais elle ne pesait plus. Elle portait autre chose désormais, de l'amour, du pardon, de l'avenir. Claire reprit sa marche. Il ne s'agissait plus d'une fuite, c'était un chemin, et elle marchait avec espoir, avec mémoire, avec force. Derrière elle, Paris continuait son ballet d'ombres et de lumière, mais en elle, une certitude douce s'était installée. Elle n'était plus seule.